Eh ben c'est parti, on va commencer. J'espère que tu vas bien. Donc bienvenue aujourd'hui dans ce live quotidien. Donc grosse journée aujourd'hui, hein, comme tu le sais, parce que hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, eh bien la Fed a enfin réduit les taux d'intérêt. Donc moi j'anticipais une baisse de 25 bips. Finalement, on a une baisse de 50 bips. Donc le marché n'a pas eu l'air d'être si surpris que ça. C'est un petit peu ce qu'on va étudier aujourd'hui, hein. On va regarder asset par asset, un petit peu comment le marché se comporte, comment le marché a réagi à cette annonce de baisse des taux d'intérêt. On va premièrement revoir aussi un petit peu ce que la Fed a dit durant le FOMC, la conférence de presse du FOMC. Et ensuite, je vais premièrement mentionner une petite news géopolitique, et puis ensuite on fera le tour des assets, et puis on finira comme d'habitude par regarder le Bitcoin ainsi que ses clusters de liquidité et un petit peu ce qui se passe sur les marchés futurs. Voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Et du coup, la première chose que je voulais pointer, comme je l'ai dit, je vais vous pointer une petite news géopolitique. Donc ça fait un petit peu la une de tous les journaux en ce moment. L'attaque potentiellement de Israël, hein, ça n'a pas été confirmé, mais bon, on a très fort soupçon pour que ce soit Israël, qui a fait une attaque sur Hezbollah. Donc on avait déjà parlé hier des pagers, des beepers, et en fait, l'attaque s'est étendue à d'autres appareils électroniques, notamment des talkie-walkie, et des talkie-walkie qui auraient explosé même pendant les enterrements des mecs qui étaient victimes des explosions des beepers et voilà. Donc en fait, la seule chose que je voulais pointer sur cette news, c'est que sans opinion, sans analyse, sans quoi que ce soit, c'est juste que c'est une attaque qui est extrêmement intelligente de la part du Mossad, potentiellement, hein, si ça se confirme que c'était Israël, parce que premièrement, c'est extrêmement ciblé, il y a très peu de dommages collatéraux. Euh, Deuxièmement, eh ben, ils ont pu faire cette attaque absolument quand ils voulaient. C'était quelque chose, enfin une bombe à retardement en quelque sorte qu'ils pouvaient activer quand ils voulaient. Et troisièmement, ce que je trouve encore plus important, c'est que bah maintenant Hezbollah ils sont complètement parano, ils ont super peur d'utiliser n'importe quel appareil électronique, n'importe quel appareil de communication. Donc en fait, ce qui les force à couper tout appareil de communication et en fait paralyse complètement cette organisation. Donc après, du coup, ce fait-là me fait me questionner, est-ce que du coup Israël anticipe une autre attaque sur le Hezbollah, anticipe d'autres opérations sur le Liban, peut-être, parce que peut-être que c'était seulement une opération pour leur couper les communications. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, c'est vraiment un développement qui me fascine, qui est à la fois hyper intéressant, mais aussi vraiment terrorisant. Euh, donc voilà, moi personnellement c'est quelque chose que je vais continuer de suivre et je t'invite à faire de même. Euh, Ensuite, les Nations Unies se sont retrouvées et ont voté que Israël devait quitter le territoire de la Palestine dans les 12 prochains mois. Donc bon, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient pour, qu'il y ait des gens qui soient contre, c'est pas le problème que je veux soulever. Le problème que je veux soulever, c'est que si Israël se retire de la Palestine, ça pourrait apporter un peu plus de stabilité dans le monde et par extension dans la finance. Donc ça pourrait être un petit peu intéressant pour les marchés en fait de voir une réduction des conflits à l'échelle internationale, hein. C'est toujours mieux pour nos portefeuilles, pour nos investissements et pour nous en tant qu'investisseurs de manière générale. Voilà, le moins de conflits il y a, le mieux nos portefeuilles se portent. Voilà un petit peu pour le clou du spectacle d'aujourd'hui, la Fed qui a réduit les taux d'intérêt de 50 bips. Donc c'est ce que les marchés priçaient, hein, c'est ce que le site du CME nous indiquait, et c'est aussi ce que Polymarket anticipait. Euh, Ouais, voilà, ce que Polymarket anticipait. Les petits points que je veux soulever, donc alors ici on voit le statement du FOMC, donc c'est ce que Jérôme Powell nous a dit durant son interview, où il expliquait qu'il baissait les taux d'intérêt. Donc il nous dit, ce que j'ai souligné un petit peu, que les indicateurs récents suggèrent que l'activité économique a continué de s'étendre à un rythme élevé et que l'inflation a fait des progrès vers l'objectif des 2% de la Fed. Voilà, donc alors ça c'est un petit peu l'état des lieux. Et du coup, ici, il nous explique que la Fed prend la décision de réduire d'0,5%, donc c'est 50 bips, les taux d'intérêt. Voilà, donc c'est l'annonce que tout le monde attendait. L'autre point que je voulais soulever, qui a été un petit peu oublié quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur Twitter, c'est un point qui n'a pas été soulevé, mais que j'aimerais soulever, c'est que la Fed annonce qu'elle continue son quantitative tightening. Donc alors, le quantitative tightening, c'est la Fed qui
réduit sa balance sheet, qui réduit ses possessions de Treasury Securities. Donc les Treasury Securities, c'est la dette très court terme du gouvernement américain, et an agency debt, an agency mortgage-backed security. Et donc en fait, ils réduisent aussi leur MBS, enfin tout ce qui est dette. Tout ce qui est dette en fait, donc les treasuries, debt et MBS, tout ça, ils réduisent de leur balance sheet. Et en fait, c'est comment dire, c'est des choses qu'ils faisaient déjà, quantitative tightening, et l'effet que le quantitative tightening a sur l'économie, c'est que ça augmente les taux d'intérêt. Donc pendant que la Fed réduit d'un demi% les taux d'intérêt, elle continue le quantitative tightening qui a l'effet inverse. Donc je pense qu'en fait la Fed voulait envoyer un message fort quant au fait que l'économie se porte bien, et du coup on réduit les taux d'intérêt de manière assez conséquente pour voilà, pour avoir un impact sur l'économie et pour redonner confiance aux investisseurs. Mais pendant ce temps-là, on continue le quantitative tightening pour que l'effet réel sur les taux d'intérêt soit quand même limité. Voilà, donc je pense que c'est un point qui a été omis par beaucoup de gens, mais qui est quand même important de soulever. Voilà. Sur cet article-là qui parle toujours des intérêts, des taux d'intérêt, je voulais soulever un petit peu ce point-là, ici, que j'ai surligné. Voilà, donc en fait, l'analyste qui a été interviewé ici, il nous explique que si la Fed baisse les taux d'intérêt d'autant, donc de 50 basis points au lieu de 25 basis points, c'est que la Fed voit quelque chose que les investisseurs et que le marché ne voient pas, qui serait potentiellement négatif. Pourquoi est-ce qu'on baisse les taux d'intérêt autant? C'est certainement parce que l'économie souffre, euh, souffre trop pour l'instant de taux d'intérêt trop élevés. Donc c'est quelque chose que les indicateurs de la Fed et même plus global ne nous indiquent pas. Euh, donc en fait cet analyste et beaucoup d'investisseurs se posent cette question. Qu'est-ce que la Fed voit que nous ne voyons pas, qui pousse une baisse des taux d'intérêt aussi conséquente. Voilà. Donc aussi je voulais pointer, parce que moi j'ai fait des analyses plutôt bullish quant à la baisse des taux d'intérêt depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, mais c'est pas une opinion qui fait consensus, qui n'est pas partagée par tout le monde, et notamment cette personne-là qui partage une opinion qui est assez populaire quant aux taux d'intérêt, que généralement une baisse des taux d'intérêt est suivie d'un drop majeur. Voilà. Et donc en fait il pointe des, euh, des moments où les taux d'intérêt ont été baissés, donc la dot-com bubble, la Global Financial Crisis, et le Covid-19. Et comme on peut le voir ici, en bleu, on voit les taux d'intérêt qui baissent, et on voit le S&P 500 derrière qui a une réaction négative. Ça ne fait aucun doute. Et de la même manière pour la crise financière, paf, réduction des taux d'intérêt, et s'en est suivi le drop majeur, la crise financière majeure qui a eu un impact global. Et par contre, pour le Covid, eh bien, on n'a pas identifié le même pattern, baisse des taux d'intérêt, mais le marché derrière, bien après avoir fait ce drop ici, qui était le Black Swan du Covid, eh bien, a continué d'augmenter. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas en fait que, ce qu'il faut prendre en compte dans ce graphe-là, et que cette personne oublie de mentionner, c'est qu'en fait il y avait aussi des contextes économiques assez particuliers, la dot-com bubble et la World Financial Crisis. Euh, le seul, comment dire, il n'y avait pas qu'un seul paramètre qui influait sur le prix du S&P 500 et sur les marchés plus globalement. Durant la dot-com bubble, il y avait une bulle colossale qui a explosé en fait, et la baisse des taux d'intérêt n'a pas été suffisante pour redresser les marchés et rapporter de la confiance aux investisseurs. De la même manière, pendant la crise de 2008-2009, eh bien, le marché immobilier s'est effondré, et avec lui a entraîné les banques et le reste de l'économie, et la Fed avait beau baisser les taux d'intérêt, ça n'était pas suffisant. Donc en fait je pense que ce graphe est assez intéressant, parce que du coup ça permet d'apporter un petit peu de nuance quant à mon analyse bullish sur la réduction des taux d'intérêt, mais aussi je pense qu'il oublie beaucoup de paramètres, et il est un petit peu réducteur en fait. Et comparer juste les interest rates avec le S&P 500 vraiment ne permet pas d'avoir la big picture, d'avoir vraiment une vue plus large de la santé de l'économie. Euh, ouais, voilà, enfin, tu comprends un petit peu où je veux en venir.
Donc maintenant, ce que je voulais un petit peu voir avec toi, c'est l'impact que ça va avoir et que ça a eu sur les marchés. Donc le VIX qui, lui, n'a pas énormément bougé. Donc ça veut dire que les investisseurs ne savent pas trop comment se positionner, hein. La volatilité sur le S&P 500 reste relativement élevée. J'aimerais bien montrer un petit peu les EMA. Voilà, on est toujours au-dessus des EMA. Donc ça veut dire que pour moi, les investisseurs, comment dire, sans avoir été surpris par la baisse des taux d'intérêt, les investisseurs restent dubitatifs quant à son impact. Voilà. Et ça va se remarquer un petit peu sur tous les assets, et notamment le DXY qui premièrement a eu la réaction attendue, qui a fait une petite mèche vers le bas, mais qui ensuite a corrigé en revenant vers le haut pour clôturer pratiquement à l'ouverture, hein. Donc, donc voilà, donc en fait moi ce que j'aurais aimé voir pour que vraiment qu'on ressente une confiance des investisseurs quant aux assets à risque, ce qui aurait été intéressant de voir, c'est une bougie rouge qui clôture sous ce support majeur que l'on a identifié depuis des semaines et des semaines et des semaines. Mais ce n'est pas ce qu'on a observé. Ce qu'on a observé, c'est une réaction très intense qui nous a fait fermer au milieu de ce range. Et si on fait un petit Fibonacci, voir un petit peu à quel niveau on est dans ce range. Voilà, donc on a fermé au-dessus des 75%, 66%, donc on a remonté pratiquement d'un tiers ce range-là. Donc là, aujourd'hui, on peut observer que après une réaction majeure qui nous a ramené en haut du range, eh bien, on est en train de redescendre. Donc peut-être que les investisseurs commencent à se rendre compte que bien c'est une news bullish qui va apporter de la faiblesse au dollar et du coup de la force aux assets à risque et aux store of value tels que l'or. L'or qui nous a marqué un plus haut sommet, un ATH, encore un, suite à l'annonce de la Fed. Voilà, donc ce qui est tout à fait logique, hein, ce qui est l'attente absolument logique, dans le sens où eh bien, un taux d'intérêt plus faible veut dire impression du dollar plus facile, ce qui veut dire que eh bien, les store of value se régalent parce que les investisseurs anticipent de l'inflation. Enfin, tout ça c'est théorique, hein, bien sûr, et on peut le voir que du coup ça n'a pas été confirmé dans le sens où alors peut-être qu'il y a eu seulement des prises de profit de la part des traders qui ont tradé le FOMC. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, on voit que la réaction, de la même manière que sur le DXY, on a une réaction assez violente vers le haut, et bien sur l'or, on a une réaction assez violente vers le bas. S'il veut bien charger, actualiser. Voilà, une réaction assez violente vers le bas qui correspond potentiellement à... merde. Potentiellement à des prises de profit. Voilà, mais quoi qu'il en soit, bon, la trend de l'or, elle est quand même relativement claire. Attention, cependant, parce que ce qu'on remarque, c'est une baisse de volume de trading vraiment significatif sur l'or. Donc, ça peut être potentiellement un top, hein. Donc on peut identifier cette divergence baissière, hein. On voit des volumes qui baissent pendant que le prix augmente. Ce sont des signes de top, hein. Donc prudence, entrer dans l'or. Je ne pense pas que ce soit le moment d'entrer sur l'or, c'est potentiellement le moment de prendre des profits, ou alors si c'est un hedge contre l'inflation, de rester dans l'or à terme autant que tu veux, mais certainement pas de rentrer maintenant, hein. Ça me paraît extrêmement dangereux de rentrer à ce niveau-là. Donc alors, dans la réduction des taux d'intérêt, ce qui est intéressant de regarder aussi, eh bien, ce sont les taux d'intérêt eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant de voir, eh bien, que comme attendu, les taux d'intérêt à court terme ont baissé de manière vraiment significative. Petite réaction ici, tout à fait saine, qu'on peut observer régulièrement après des drops violents. Mais si on regarde un petit peu à plus court terme, eh bien, les réactions sont moins significatives et même plus le comment dire, plus le plus long terme sont les government bonds, et bien la réaction a été positive. Donc le petit point que j'ai noté ici, c'est que la Fed a peur du futur. C'est pour ça qu'on a une réduction de 0,5%, pardon, de 0,5 points, et du coup les investisseurs vendent la dette long terme. Voilà. Donc la logique, un petit peu plus clairement, c'est que la Fed baisse de 0,5 points. Ce qui veut dire que la Fed a peur pour le futur. La Fed identifiait une baisse de l'économie et
n'anticipe pas nécessairement une récession, mais en tout cas a peur pour l'avenir. Les investisseurs sentent ça, les investisseurs estiment que c'est la raison pour laquelle la Fed a baissé de 0,5 points, et du coup, eh bien, les investisseurs vendent leurs dettes long terme parce que vu que la Fed perd confiance dans l'économie, eh bien les investisseurs eux aussi, donc ils vendent la dette long terme et achètent la dette court terme et achètent aussi la dette corporate. Euh, voilà, la dette corporate ici, qui sont des investment grade, ce sont les dettes, la dette d'entreprises qui ont des crédits score assez élevés. Par contre, ils ont vendu les bonds, les junk bonds, voilà, mais pas de manière très significative. Donc voilà, donc ici j'en tire pas beaucoup de conclusions sur les junk bonds. Pour passer un petit peu aux assets à risque, donc le S&P 500 qui a rejeté encore massivement ce support, cette résistance qu'on a identifié depuis un petit moment qui rebondit après nous avoir fait une mèche au-dessus. Voilà, donc on aimerait bien voir quand même le S&P venir s'installer au-dessus et repartir nous faire des ATH. C'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que bah, dans un premier temps, le FOMC a été une news bullish, mais tout de suite des prises de profit se sont fait voir sur le marché et du coup, la résistance a rejeté encore une fois. C'est aussi un pattern que l'on observe sur le Nasdaq, cette trendline que l'on a observé depuis un petit moment qui nous rejette très agressivement, qui a rejeté très agressivement le prix et du coup bah maintenant la trend baissière est toujours confirmée. Donc bah écoutez, ce qu'on aurait envie de voir, c'est la voir se faire casser, un petit retest et ensuite partir vers le haut. Ce serait ce qu'on voudrait voir pour repartir sur un cycle haussier. De la même manière, le Dow Jones, on observe quelque chose de tout à fait similaire. S'il veut bien charger, voilà, tout à fait similaire au S&P 500, on a identifié cette zone de support. Paf, rejeté très violemment et on a fermé sous le support. Donc, eh bien, le Dow Jones qui ne montre pas de signe de force pour l'instant, mais le Russell qui est un peu l'outlier qui, lui, pour le coup, a cassé la trendline qu'il avait construite vers le bas. Mais il a aussi, de la même manière que le S&P 500 et le Dow Jones, a testé cette résistance ici et a été rejeté violemment. Pour l'instant, ou alors est-ce que c'était vendredi 18 septembre? Oui, non, pardon. Oui, non, si, c'est ça. Et aujourd'hui, le 19 septembre, on voit cette bougie verte qui commence à monter de manière assez intéressante. Voilà un petit peu pour les assets américains. Le Japon, rien de nouveau, toujours dans ce triangle de compression. On attend de le voir casser par le haut, par le bas, pour pour pouvoir faire une analyse un petit peu plus précise. En Europe, voilà, donc on avait identifié ce range large ou, enfin, si on prend ici, voilà, un range large ici ou un range un petit peu moins large ici. Donc, on a rebondi sur la partie basse de ce range un petit peu moins large et aujourd'hui, on se trouve en milieu de range. Donc, eh bien, difficile de prendre position ou d'identifier une direction, sachant qu'on trade au milieu de ce range. Donc voilà, affaire à suivre sur sur l'Europe. Sur la France qui nous fait une trend baissière tout à fait nette, hein, donc il n'y a pas de doute là-dessus. En France, eh bien, on va vers le bas. Un enfant de 4 ans pourrait tout à fait l'identifier, même si j'enlevais cette ligne ici. Donc, eh bien, on aimerait bien voir, pour que la France reprenne des couleurs, hop, latéralisation ici, qui nous emmène de l'autre côté de cette trendline, paf, retest, et ensuite on part vers le haut. Donc, ce serait l'idéal. Pour l'instant, la France ne réagit pas vraiment à la réduction des taux d'intérêt américains. Donc voilà un petit peu mon analyse sur la France. Et j'ai noté à Hong Kong et en Chine, pour le coup, là on a eu des réactions bullish très nettes. Quant à la réaction sur les taux d'intérêt, du coup, moi, mon analyse tout à fait personnelle, hein, c'est que encore une fois, la réduction des taux d'intérêt de 50 basis points indique que la Fed n'est plus confiante quant à la santé de l'économie américaine. Du coup, est-ce que bah, les investisseurs américains se tournent vers d'autres économies comme Hong Kong ou la Chine, hein. Donc moi, c'est potentiellement l'analyse que je fais, pas confirmée. Voilà, c'est juste une petite hypothèse. En tout cas, j'observe que
La Chine nous fait un joli petit rounded bottom ici. Donc bon, est-ce que c'est peut-être seulement un plus bas sommet? C'est tout à fait possible. Et ensuite on continue vers le bas. À voir. Pour Hong Kong en tout cas, c'est pas aussi... comment dire? Pas aussi brumeux. On est en position de faire des conclusions un petit peu plus pertinentes dans le sens où on avait cette trendline ici qui a été cassée et ensuite retestée ici et maintenant on est parti de manière assez verticale. Deuxième trendline cassée, retest et ensuite est-ce qu'on repart vers le haut? C'est tout à fait possible. Pour moi là je suis en tout cas de manière technique, je suis tout à fait bullish sur Hong Kong. Je ne suis pas au fait de ce qui se passe exactement sur le marché de Hong Kong, donc faut surveiller bien sûr le côté fondamental de Hong Kong, mais en tout cas sur le côté technique, je trouve ça très très beau ce qui s'y passe. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse nous un petit peu plus ici? C'est évidemment le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc le Bitcoin qui a réagi lui pour le coup tout à fait positivement à cette news. Donc maintenant on est en train d'approcher le milieu de ce range très long terme sur le Bitcoin. Donc relativement difficile de se positionner à ce niveau-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est l'inversion de tendance où là on est en train de marquer, en tout cas à moyen terme, des plus hauts sommets, plus hauts creux, et là nous faisons un plus haut sommet. Donc alors bien sûr on peut venir le faire un petit peu plus haut, ce plus haut sommet, affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici en milieu de range. Difficile de se positionner, on ira voir un petit peu après ce qui se passe sur les liquidités pour anticiper à court moyen terme la direction du Bitcoin. Petit fait intéressant, ici la trendline qui vient d'être cassée, qu'on pourrait étendre ici ou donc ça dépend un petit peu comment on la place évidemment. En tout cas à moyen terme on pourrait tout à fait la placer comme ça. Premier breakout, donc évidemment si on la place, pardon, si on la place à un petit peu plus long terme, eh bien il faut attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir faire une analyse sur le price action du Bitcoin. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en daily. On va zoomer un petit peu, se mettre en 4 heures et je vais te montrer un petit peu ce qui se passe en 4 heures. Donc en 4 heures en fait cette trend haussière est ici beaucoup plus nette, hein. Donc voilà, donc maintenant normalement trend is your friend, donc ce qu'on devrait voir, eh bien ce sont des plus hauts sommets, plus bas creux, et voir le Bitcoin continuer de grimper tout doucement. Peut-être ici une résistance importante qui matcherait en fait ce milieu de range qu'on a, pardon, voilà, donc ici en fait cette résistance ici qui matcherait plus ou moins les 50% du retracement de Fibonacci que j'ai placé, donc en fait le milieu de ce range long terme. Voilà, donc pourquoi pas monter jusqu'ici, à peu près par là, avoir une réaction, un retest, on sait pas trop où, hein, à voir, et puis ensuite repartir vers le haut. Mais alors ce retest, on verra pendant les clusters de liquidation, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit au niveau des 57 000, même un petit peu... Ouais, si 57 000, pardon. Autour des 57 000 ici, et ensuite repartir vers le haut pour commencer sérieusement ce bull run qu'on en attend tous avec grande impatience. Petit point sur Ethereum qui nous a fait un petit rebond intéressant ici. Voilà, donc Ethereum, ça fait aussi un petit moment que j'en parle quotidiennement. Moi, je commence à perdre de plus en plus espoir sur Ethereum, surtout quand on voit Vitalik se mettre à chanter à la token 2049. Bon, ça peut aussi être un indicateur de bottom, hein, qui sait. Mais du coup, ce qui est plus intéressant pour moi sur Ethereum, c'est de le regarder contre le Bitcoin. Et ici, on peut voir une réaction majeure. Donc, on voit ici qu'on suit le pattern de la bite de Vitalik et on identifie ici une petite réaction. Pour l'instant, les réactions, on voit qu'elles n'ont pas signifié grand-chose. Moi, ce que j'aimerais voir là sur Ethereum, c'est une réaction ici sur cette ligne violette pour pouvoir vendre mes bagues, décharger comme jamais et remplacer en fait mes bagues Ethereum par des choses qui ont plus de potentiel moyen à long terme. Et ça ne m'étonnerait pas ensuite de voir l'Ethereum repartir vers le bas, et quand bien même il reconsoliderait et repartir vers le haut, je ne pense pas que Ethereum surperforme le marché des alts pendant ce cycle. Bien sûr, je peux me tromper de la même manière que je me suis trompé sur mon anticipation des rates, des taux d'intérêt. Mais voilà, enfin moi c'est le pari que je prends sur Ethereum.
Et ça ne regarde que moi, hein. Tu es tout à fait en droit d'avoir une opinion différente. La dominance du Bitcoin qui fait beaucoup parler d'elle dernièrement parce que, voilà, eh bien, il y a quelques jours, on a nettement cassé ce range et on est parti vers le haut, vers les cieux. Et du coup, enfin, ça ne m'étonne pas. Je l'avais un petit peu anticipé, j'en avais parlé dans les lives précédents, que bah, voir un Bitcoin, voir un bull run commencer par le Bitcoin qui monte et la dominance du Bitcoin qui monte, ce n'est pas surprenant du tout. Donc jusqu'où est-ce qu'on va monter? Je n'avais pas identifié, j'ai pas pris le temps d'identifier des supports majeurs sur le Bitcoin, sur la dominance. Du coup, peut-être ce niveau ici qui a l'air intéressant, on va le tracer ensemble. Hop. Du coup, ça nous emmènerait à 60% de dominance du Bitcoin. Donc ça pourrait être pas mal de voir un Bitcoin continuer de grind vers le haut, venir faire un petit retest ici au 60% qui annoncerait la alt season pendant que eh bien, la dominance retrace. Donc voilà, affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, pour moi, voir la dominance du Bitcoin comme ça monter, c'est une bonne nouvelle, sachant que 85% de mes bagues sont en Bitcoin. La dominance d'Ethereum bon, hein, qui est à l'image de ce que fait Ethereum. Donc petite réaction ici, mais de la même manière qu'on a une petite réaction sur le Bitcoin, enfin c'est tout à fait sain. Cette petite réaction, voilà, ne permet pas de faire d'analyse plus poussée, hein. Là, de toute façon, c'est clair. La direction, c'est en bas, point à la ligne. Pardon pour ça. Ce que je voulais montrer, la dominance des stablecoins qui, elle, pour le coup, est aussi toujours en tendance haussière jusqu'à preuve du contraire, plus haut sommet, plus haut creux. Ici, on est en train de faire un plus haut creux, donc à voir comment ça évolue, hein, mais là, si les étoiles s'alignent, ce qu'on verrait, en même temps qu'on voit le DXY tomber, la dominance du Bitcoin monter, les assets à risque monter, ce qu'on voudrait voir, en fait, c'est cette trendline être cassée, retestée et ensuite repartir vers le bas. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on veut observer sur la dominance des stablecoins. Le total est toujours aussi dans son falling wedge. Pour l'instant, on voit une réaction majeure qui nous amène au milieu de ce falling wedge. Donc ensuite, pour que la tendance soit claire, il faudrait casser par le haut le falling wedge, retest et ensuite on continue. Ou alors, si on a beaucoup d'explosivité, directement partir vers le haut. C'est aussi tout à fait possible si les étoiles s'alignent complètement, hein. Voilà un petit peu le tour des cryptos. Ce que je voulais montrer, c'est le Fear and Greed Index qui est en train de repasser tout doucement en neutral. Donc voilà, c'est juste, je voulais le pointer. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les gens shortent la montée. Voilà. Et les top traders aussi les shortent, mais moins. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le retail est en train de short cette montée, au point que eh bien, le ratio long-short chez le retail est négatif. Donc ça veut dire qu'il y a plus de retail short que de retail long. Voilà. Et on l'observe aussi ici sur cette chart tout en bas, top trader long short. Position. Donc en fait, il y a plus de positions short chez les top traders, mais il y a toujours plus de comptes long chez les top traders. Donc voilà, donc en fait c'est une montée qui est massivement shortée, ce que je trouve totalement bull, hein, qui me conforte dans ce scénario que j'avais identifié il y a un petit moment. Hop, celui-là, et en fait on avait identifié ensemble ce scénario orange, pré-pump scénario, qui est en train de se confirmer, hein. On peut le voir, on voit que le prix du Bitcoin est en train de suivre de manière assez fidèle cette charte orange. Donc moi je ne serais pas étonné de voir le prix venir jusqu'ici, venir casser ce niveau ici, ensuite un petit retest pendant l'indécision des élections présidentielles, et une fois que les élections présidentielles, quelle que soit leur issue, sont terminées, eh bien on peut commencer ce bull run parce qu'il n'y aura plus d'incertitude sur les marchés. Voilà, j'ai l'impression de radoter un petit peu, mais je pense que c'est un petit peu, c'est important de répéter ces scénarios, comprendre un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc ensuite, pour appuyer le fait que cette montée est massivement shortée, on peut regarder un petit peu les liquidations.
Donc les liquidations, en tout cas à court terme, j'avais identifié qu'il y a des clusters de liquidité vers le haut à aller chercher. Ça veut bien charger. Voilà, donc très légèrement, hein, donc pas mal de clusters de liquidité ici. Si on monte à 63 000, à plus long terme, on va actualiser ces deux choses-là. D'abord à une semaine, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et aussi, on va aller voir où c'est que j'ai pas regardé ce matin, mais qui peut être intéressant de regarder ensemble. Où est liquidation map. On ira voir ça après. Voilà. Donc, alors là, ça contredit un petit peu ce que j'ai dit. On voit un cluster de liquidité à 57 000 qui pourrait être intéressant d'aller chercher. Et de la même manière, on l'identifie aussi à ce niveau-là. Donc en fait, sur la liquidation heatmap, on voit que ce sont plutôt des longues qui ont l'air d'être intéressantes d'aller chercher. Je vais vouloir aller voir cette liquidité, map de liquidité. Et effectivement, en fait, il y a une, il y a une, comment dire, il y a une divergence entre ce que nous explique le long short ratio et ce que nous expliquent les liquidations. Donc c'est assez intéressant de voir ça. De voir que, eh bien, pendant que le long short nous explique qu'il y a de plus en plus de shorts, eh bien, les liquidités sont en fait des longues à aller chercher. Donc, comment est-ce que ça pourrait s'expliquer? D'après moi, ça pourrait s'expliquer par le fait que peut-être que les longues sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus faciles à aller chercher et beaucoup plus leveragés. Il y a beaucoup plus de levier sur les longues que sur les shorts. Voilà, c'est l'interprétation que j'en fais. Euh, Ce niveau à 57 000 que j'ai identifié ici, on le retrouve aussi ici à 58 000 sur le max pain des options. Donc les options qui expirent dans 8 jours, celle-ci, donc 5,4 milliards d'options qui expirent dans 8 jours avec un max pain à 58 000. Quand on compare avec les clusters de liquidité qu'on a à 57 000, eh bien à court terme, moyen terme, il ne faudrait pas s'étonner de voir un petit mouvement baissier qui viendrait chercher ses liquidités à 57 000, 58 000, voilà, d'ici la fin de la semaine. Non, pardon, pas de la fin de la semaine, mais d'ici 8 jours, voilà, d'ici la semaine prochaine. Moi, je ne serais pas surpris de voir ce genre de mouvement. Voilà, et du coup, ici, qu'on avait identifié ensemble il y a quelques instants, de voir que, eh ben, effectivement, il y a beaucoup de longues à aller chercher en bas. Si on se met sur une période un petit peu plus longue, ça se confirme. Voilà, beaucoup de longues à aller chercher vers le bas, beaucoup de douleurs en fait à aller faire un petit mouvement baissier vers le bas, douleurs que l'on identifie sur cette charte, sur le max pain des options et sur les maps de liquidité. Voilà, donc ça c'était l'analyse moyen terme, l'analyse plus court terme. Eh bien, pourquoi pas aller faire un petit spike à 63 000, ça pourrait être intéressant de prendre des profits si tu trades court terme. Si tu trades long terme, attends de voir un petit mouvement autour des 57 000 qui pourrait être une opportunité d'achat, peut-être dernière chance de rentrer sur ce marché avant l'explosion vers le haut. Peut-être, peut-être pas, qui sait. Voilà, en tout cas, c'était mon analyse du jour. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite une bonne journée de trading et je te dis à demain pour la dernière journée de cette semaine. Ciao!